tout le monde. Et puisqu'il reste encore 2 jours, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Chacun voit dans... Certains, on a quelques présages que les choses s'éclaircissent un peu, mais on n'est pas au bout du chemin, donc on ne va rien lâcher. Ce soir, alors déjà, c'est notre première conférence 2025 de réflexion libre, puisque la dernière fois qu'on vous a vu, c'était en novembre avec Claude Janvier. Et on commence très fort avec Pierre-Antoine Plaquevent. Avant de présenter Pierre-Antoine, je vais juste vous dire 2 mots sur le programme de réflexion libre pour ce semestre. Dans 3 semaines, vous aurez, ça va être le 10 février, vous aurez Rémi Tel et Sylvain Durin qui viendront nous parler du retour de la barbarie et plus spécialement, enfin, comment la perte du sacré conduit à une dégradation des valeurs. Et je pense que ça va être très intéressant, franchement. Et ce sera un duo, ce qui est notre... c'est la première fois que nous avons 2 personnes qui vont discuter ensemble. Et puis nous continuerons dans les duos, puisque nous aurons le 12 mars Michel Caillé du Mouvement fédératif roman, donc côté suisse, qui va parler avec Jean-Frédéric Poisson, que vous connaissez sans doute en tant que Français, qui a été député à l'Assemblée nationale pendant 10 ans, et qui maintenant préside le mouvement VIA, la Voix du Peuple. Et les 2 vont débattre ensemble de la souveraineté suisse versus souveraineté française. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire, parce que vous devez savoir qu'en Suisse, l'Union européenne essaie de nous croquer tout cru. Et puis en France, et si j'ose dire, vous avez un peu les mains liées. Enfin, nous avons, parce que je suis française aussi, nous avons un peu les mains liées avec ce que l'Europe nous impose. Donc ça promet d'être très intéressant. J'attire votre attention sur le fait qu'exceptionnellement, ce ne sera pas dans cette salle et ce sera à Prefsaint. Donc voilà, ça c'est le 12 mars. Je fais un saut dans le temps. Le 5 mai, nous aurons Marc-Gabriel Draghi, qui avait été prévu l'année dernière, que j'avais annoncé et qui avait dû annuler. Donc il viendra nous parler de l'histoire de la monnaie et spécialement des monnaies numériques de banque centrale. Savoir est-ce qu'il faut en avoir peur, etc. etc. Je retourne à Ferney-Voltaire ce soir, puisque nous avons la chance d'avoir Pierre-Antoine Plaquevent. Donc Pierre-Antoine, vous êtes écrivain et analyste politique, spécialisé dans les domaines de la guerre cognitive, de la métapolitique et de la géopolitique. Alors je lui ai demandé de me décrire en une phrase ce qu'était la métapolitique. C'est l'analyse de ce qui fonde le politique. Alors, oui. Vous êtes parti dans des grandes lancées lyriques. Moi j'ai dit je me contenterai de ça. Vous dirigez le think tank Strategica et la lettre d'information Polemos. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres que vous trouvez sur cette table d'ailleurs. Il y en a un dont on a tous beaucoup entendu parler, parce qu'on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est Soros et la société ouverte, globalisme et des populations, ou encore Société ouverte contre Eurasie. Et je vois qu'il y a un petit dernier, Israël et la guerre mondiale des religions. Donc, comme d'habitude, vous les trouverez à la vente après et à la dédicace. Donc, vous allez nous parler de votre spécialité, la métapolitique, comment comprendre le choc géopolitique global, parce que c'est vrai que c'est bien de faire ce que l'on fait, d'aller dans des conférences et de se renseigner, mais c'est encore mieux de savoir à qui on a affaire dans cette lutte, avoir une grille de lecture, identifier les acteurs qui s'affrontent, trouver leurs intérêts et comprendre leur idéologie. Et en fait, c'est ce soir ce que Pierre-Antoine va nous amener. Il va essayer de nous donner les bons outils pour comprendre ce qui se passe et au lieu d'être prisonnier de l'événement, pouvoir s'en libérer et mieux cerner et entrevoir l'avenir, en fait, ce qui est quand même plus libérateur. Voilà, donc la conférence va être un peu plus courte que d'habitude parce qu'on a souhaité, Pierre-Antoine a souhaité laisser une grande place aux questions et aux réponses. Donc ça va être à peu près une 40aine de minutes et puis après vous aurez la parole. Voilà. Pierre-Antoine, c'est à vous. Merci. Question technique. Je parle dans le micro ou c'est ça Donc, métapolitique, comprendre le choc géopolitique global. Alors je me suis rendu compte en travaillant et à force de mes recherches
que finalement, mes livres s'articulaient souvent de la sorte. D'abord, une compréhension politique des événements, puis géopolitique, et enfin métapolitique, c'est-à-dire, donc, comme l'a dit Catherine, le métapolitique, ça serait pour moi ce qui fonde le politique, c'est-à-dire l'analyse des idéologies et aussi de l'influence, on pourrait dire, des courants spirituels, même dévoyés, qui sont au cœur des affrontements géopolitiques. C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Et puis, il y a cette idée, effectivement, que derrière les événements qui, comment dire, nous tombent un petit peu en cascade, si on apprend un peu à déchiffrer les choses et si on a les bons outils, on peut sortir un petit peu de cette avalanche qui peut être un peu même délétère ou déprimante, parce que finalement, il y a deux écueils, je trouve, actuellement. Bon, évidemment, il y a le mur de la propagande systémique, hein, qu'on a maintenant identifié, en tout cas dans nos milieux, on va dire. Mais il y a aussi, après, l'écueil peut-être d'une trop grande passivité face à l'information, et maintenant, il est peut-être temps de passer de l'information à la formation, réellement à se doter d'une compréhension et d'un corpus à tous les niveaux qui permettent d'appréhender ce qui se passe et comment dire, d'être aussi, d'avoir une approche qui ne soit pas que exclusive, où on cherche absolument, comment dire, parce qu'il y a le danger après, dans toutes les phases de montée de totalitarisme, que les dissidents, en quelque sorte, soient dans des dynamiques qui peuvent s'auto-exclure les uns les autres ou rentrer dans des dynamiques quasi sectaires des fois, en vraiment s'accrochant à certains détails. Je pense que ce qui compte, c'est une compréhension d'ensemble et la possibilité vraiment de dialoguer, donc de faire se rencontrer les logos entre eux, déjà au sein de la communauté des gens qui pensent avoir un peu identifié ce qui se produit. Donc pour la séquence en cours, moi je suis frappé déjà au niveau politique de voir à un siècle de distance certaines tendances politiques qui se répercutent à notre époque, à un siècle des années 20-30 du siècle précédent. Donc la séquence qui s'est ouverte avec l'élection de Trump peut être par exemple analysée à ces différents niveaux, hein, que je vais souvent employer, c'est-à-dire le niveau politique, géopolitique et métapolitique. Donc au niveau politique, il y avait par exemple les analystes américains, Strauss et Hove, qui dès les années 90, dans leur livre The Fourth Turning, le quatrième tournant, entrevoyaient pour notre époque une crise quasi systémique notamment pour les États-Unis, mais pour les États-Unis en tant que leader de l'ère géopolitique occidentale. Et ils avaient établi une forme de cyclologie politique presque avec transgénérationnelle, où ils expliquaient un modèle où chaque génération a un peu sa spécificité, et au bout de 4 générations, eh bien, il se produit une forme de crise du système qui s'était imposé à la crise précédente, et donc de nouveau, cette crise va accoucher d'une nouvelle génération d'acteurs qui va créer un système qui va se stabiliser, puis qui progressivement va atteindre son apogée, puis va de nouveau rentrer en crise, et à nouveau va produire une nouvelle élite politique, puisque ça rejoint un petit peu les théories qui au XIXe siècle sur la circulation des élites, notamment de théorie de Vilfredo Pareto, avec l'idée que les révolutions se produisent lorsque les élites naturelles sont empêchées d'émerger par des élites qui deviennent oligarchiques, c'est-à-dire qui se reproduisent entre elles et qui empêchent ce processus de circulation des élites. J'ai toujours trouvé que cette idée de circulation des élites était une bonne alternative ou un bon complément à l'idée de lutte des classes, parce qu'elle montre une forme de dynamisme interne. Effectivement, tout système, au bout d'un moment, tend à se
va au-delà de la volonté de stabilité, il va effectivement vers une volonté de d'ossification au profit de ceux qui le dirigent. Et donc, nous sommes un peu entrés nous sommes entrés de plein pied même dans cette crise-là. Et pour ces auteurs américains qui entrevoyaient ça dans les années 90, eh bien, ils ont fait encore des interviews récemment en disant qu'ils pensaient qu'effectivement c'était la confirmation de leurs analyses. Alors, j'avais aussi analysé, en fait, avec la montée, si vous voulez, des puissances illibérales, comme on les appelle, du bloc sino-russe face à l'Occident, on a assisté à un processus qui est une forme de désoccidentalisation du monde, sur lequel beaucoup ont insisté, hein, même Emmanuel Todd et d'autres. Mais j'avais entrevu que assez vite, ce processus s'accompagnerait d'un autre processus qui est celui de la déwokisation de l'Occident. Pourquoi ? Parce que justement, à un siècle de distance, après la Première Guerre mondiale, un des pères anglo-saxons de la vision anglo-saxonne de la géopolitique, Alfred Mackinder, expliquait que même pour créer un système cosmopolitique, il fallait prendre en compte le réalisme politique et le fait que l'essence du politique est en quelque sorte le rapport de force entre des puissances, quelle que soit l'idéologie de ces puissances. Et donc, ce qu'il préconisait à l'époque, c'était que même si les anglo-américains désiraient faire un système qui à la fin serait globaliste, ils étaient obligés de prendre en compte des impératifs d'ordre géopolitique dur. Si on applique ça à notre époque, pour moi il était évident qu'on allait, face à des antagonismes géopolitiques toujours plus marqués, l'Occident, qui est piloté par les États-Unis, allait être obligé de, déwokiser au moins certains secteurs pour pouvoir mobiliser son opinion face à ce risque de décomposition interne qui l'empêche de lutter contre ses rivaux stratégiques. Sachant qu'il y a vraiment cette idée, par exemple en Chine, qu'il y a vraiment un mépris. En fait, ce qui a fonctionné durant la grande phase de l'unipolarité géopolitique après la fin de l'Union soviétique, donc vraiment, dont le maximum a été vraiment les années 90, donc ça a fonctionné jusqu'au début du XXe siècle, mais progressivement ça n'a plus marché. C'est cette idée vraiment, justement, de société ouverte et de globalisme, de créer un système unipolaire en faisant croire à tous les participants géopolitiques de ce système que finalement il serait équitable et égalitaire. Eh bien, ça ne marche plus. On le voit dans les discours officiels russes, on le voit avec les discours même chinois. Il y a cette espèce de mépris pour le double discours le double discours occidental qui d'un côté utilise les droits de l'homme et de l'autre côté s'appuie sur des outils d'impérialisme classique, parce qu'il n'y a pas de puissance sans outils de coercition, enfin il n'y a pas d'impérialisme sans outils de coercition, donc en fait ça ne tient plus. Donc face à, maintenant que en quelque sorte la Russie, la Chine, tous ces pays qui ont, je rappelle, toutes les guerres qui ont eu lieu au Moyen-Orient depuis la première guerre du Golfe, tout ça c'est en millions de morts, sans parler des guerres de l'époque de la guerre froide. Donc pour des secteurs entiers de la majorité mondiale, on ne croit plus à ce double discours, donc ça ne fonctionne plus. Face à ça, l'Occident se trouve un peu seul avec ses mots d'ordre droits de l'homiste. Et donc, maintenant, si on rentre dans une phase de confrontation plus dure, eh bien, forcément, il faut, en quelque sorte, mettre un petit peu déwokiser, en quelque sorte, surtout aux États-Unis,
certaines sphères stratégiques, notamment l'armée et d'autres secteurs de ce type-là. Et donc face à ça, donc toujours pareil, alors je prends les États-Unis, après je viendrai sur l'Europe, parce que les États-Unis c'est le centre de la partie occidentale du système monde, et c'est encore le leader du système mondial. Donc on assiste maintenant, face à ces processus de déréliction interne et d'incertitude et de confrontation externe, à un retour du césarisme. Et là encore, à un siècle de distance, on est frappé parce que des similitudes, puisque dans les années 20, des penseurs du déclin occidental comme Oswald Spengler expliquaient que face à justement de la société, en quelque sorte la démocratie de marché, en fait, c'est-à-dire une fausse démocratie et vraiment le parlementarisme comme façade d'intérêts financiers, eh bien, au bout d'un moment, il y aurait, et avec à l'époque la concurrence et la menace réelle, qui n'existe plus de nos jours, mais du communisme, eh bien, à l'époque, ils entrevoyaient l'émergence d'un césarisme qui finirait par émerger et qui verrait des chefs autoritaires finalement prendre le pouvoir et mettre un terme au libéralisme politique. Eh bien, à un siècle de distance, c'est ce que l'on voit émerger maintenant sous des formes évidemment contemporaines, qui sont plus celle des années 20, où les gens étaient marqués par la brutalité de la Première Guerre mondiale, et où la société était très différente. Mais on a des parallèles donc avec cette idée du retour de césarisme, cette idée d'un retour de ce que les théoriciens de l'école de Francfort avaient théorisé pour le déconstruire, de la personnalité autoritaire. Donc, ce qui est logique là encore, parce que si vous avez des hommes forts, leaders des systèmes autoritaires, en Chine, en Russie, en Iran, en Turquie, etc., forcément, au bout d'un moment, cela allait finir par émerger en Occident aussi. Et bien maintenant, avec Trump, je pense qu'on assiste à quelque chose de ce type-là, avec l'idée, dans le césarisme a souvent été analysé aussi comme quelque chose d'assez composite. Et c'est ce qu'on voit avec Trump, puisqu'on a Trump lui-même, mais autour de lui, les césarismes font toujours graviter les différentes tendances qu'ils essayent de rassembler autour d'eux. Et donc, par exemple, autour de Trump, on voit des gens comme Steve Bannon, qui lui incarnait plutôt une espèce de droite sociale, un peu des déclassés américains, ou qui veut incarner cela. On a évidemment Elon Musk. Alors là, c'est intéressant parce qu'Elon Musk, là aussi, c'est encore un retour un siècle en arrière. Là, c'est un retour à la lutte interne, à la technocratie et au monde ce qu'on a appelé ensuite le management. En fait, dès les années 20, là encore, face au risque de déréliction politique, eh bien, il y avait émergé tout un courant qui existait à la fois en Europe et aux États-Unis, qui préconisait l'avènement d'un État technocratique qui serait au-dessus des partis, au-dessus des différentes tendances, et qui finalement organiserait la société de manière autoritaire, mais évidemment pour le bien de l'ensemble, puisque c'est ce que tous les systèmes politiques affirment, mais justement face à la gabegie du système, je dirais, plutôt parlementaire, surtout avec la crise de 29, eh bien, il avait émergé donc ces courants technocratiques dont le grand-père d'Elon Musk, qui était un Canadien, Haldeman, était un représentant au Canada avec ce mouvement technocratique. Mais ce n'était pas... Parce que je vois beaucoup émerger de gens maintenant qui disent « Ah oui, regardez Elon Musk », mais ce n'était pas le seul. C'était vraiment un débat de société à l'époque qui traversait l'ensemble des sociétés, je dirais, occidentales, américaines et européennes. Et donc vous aviez aussi ces tendances-là en Europe. Vous aviez aussi, dans le même genre, les premiers travaux autour de la cybernétique, à partir des années 40, les fameuses rencontres de
Macy, qui là sera encore une nouvelle étape dans un nouveau perfectionnement de ces velléités technocratiques. Et puis, et vous aviez des auteurs comme James Burnham qui parlait de l'âge des managers. Il avait écrit ça en 41, et c'est intéressant de voir qu'en 47, ce livre est sorti, préfacé par Bloom, donc on voit que ça transcende les tendances politiques, puisque finalement il y avait des adeptes de la technocratie politique autant dans le courant qui allait jusqu'au fascisme que dans le communisme, donc jusqu'à l'extrême gauche, et que même après, même dans certains aspects de planification gaulienne aussi, il y avait encore des choses qui ont été inspirées de ça. Donc c'est pour ça que souvent, là aussi, on comprend mal. On s'étonne des fois de voir le recyclage, par exemple, des nationaux-socialistes par le système après-guerre. Mais parce que ils ont été pris comme des techniciens, des ingénieurs sociaux, en fait. Donc c'est tout ce débat de l'ingénierie sociale qui, en fait, transcende en quelque sorte presque les courants politiques et pose la question, en fait, de la technique. À un moment donné, la technique devient tellement développée que l'homme contemporain se demande si finalement la technique ne va pas remplacer le politique dans la gestion des sociétés humaines. Et donc forcément, quand vous êtes à la tête d'empires techno-industriels ou techno-financiers, eh bien, vous avez des tendances à vouloir appliquer votre modèle. C'est ce que veut faire Musk, accompagné de tous les gens de ce qu'on appelait la Silicon Valley. Certains disent réactionnaire ou de droite et tout, mais ça c'est finalement c'est une analyse un peu superficielle, parce qu'on est au-delà de ça. Pour moi, je les définirais peut-être comme ce qu'on a pu appeler à un moment donné archéo-futuristes, c'est-à-dire ils sont à la fois futuristes dans leur velléité, puis archaïques dans le sens ils veulent recourir à des formes de gouvernance qui seraient presque prémodernes. Ils ne s'en cachent pas, certains ils font tout un travail théorique autour même de l'idée de transformer les États-Unis en une forme de nouvelle monarchie cybernétique. Et à mon avis, à terme, ce système ne pourra... Enfin, je veux dire, si on regarde les systèmes stables dans le monde, ce sont ces systèmes de type césariste, et à mon avis, les États-Unis, progressivement, enfin, sauf, on ne sait pas ce qui se prépare pour les années à venir, mais ils vont rentrer toujours plus dans quelque chose qui les fera, je pense, sortir de la démocratie libérale, et certains parlent vraiment maintenant de post-libéralisme, au sens là, j'entends de libéralisme politique, vraiment, et donc vont essayer de fonder ce nouvel autoritarisme. Donc le césarisme, donc, comme je vous disais, essaye de faire s'équilibrer selon ses intérêts ces différentes tendances, et chacune de ces tendances essaye de pousser vers sa vision à lui. Intéressant de voir que par exemple déjà aux États-Unis, un Bannon va taper sur Musk en disant Musk n'est même pas un Américain, c'est un Sud-Africain. En plus, dans la Silicon Valley, ils ne font pas travailler les Américains, ils font travailler toutes les nationalités, donc c'est pas un vrai patriote, etc. Donc, et c'est d'ailleurs intéressant de noter que, voilà, malgré toutes les grandes sorties politiciennes, bien si on regarde, les intérêts de Musk sont massivement en Chine aussi. Donc on est en fait avec cet affrontement Chine-États-Unis, on est entre la confrontation, mais le duopole aussi. Et finalement, avec ces deux pôles qui se confrontent et qui sont quand même complémentaires au sein du système monde contemporain. Encore une autre tendance qui ressurgit à notre époque, qui était une tendance aussi du siècle dernier, et qui là encore, comme la technocratie, est une tendance, je dirais, lourde et à long terme, qui est la lutte pour quelle sera la forme future de l'ordre mondial, la forme géopolitique. Et là, on revient à des thématiques des années 20-30, qui ont été théorisées par les géopoliticiens de cette époque, sur la théorie des grands espaces. Et donc, quand on regarde les déclarations d'un Donald Trump, les velléités sur le Groenland, sur le Panama, etc., quand on regarde même les actions qui ont déjà été entreprises, en aidant à placer des gouvernements comme en Argentine, en Amérique latine. Donc en fait, il y a une volonté de redéployer
la puissance américaine à l'intérieur d'un espace qui est le grand espace nord-américain d'abord, et même sud-américain. Cela pourquoi? Parce que tout simplement, dans la mesure où justement l'axe sino-russe est maintenant stabilisé et tient le centre de la sphère eurasiatique, eh bien naturellement, l'Amérique est obligée de redéployer sa puissance à son échelle, je dirais, macro-régionale. Et ça, encore, rien de neuf, puisque finalement, on revient donc à ce débat des grands espaces qui avait été posé dans les années 20-30, et qui déjà, à son époque, reprenait des arguments, enfin s'appuyer sur ce qui était au départ la doctrine géopolitique américaine sous Monroe, et qui était l'idée de ne pas que l'Amérique ne devait pas intervenir dans les affaires extérieures à sa sphère d'influence et dans les affaires notamment européennes, mais à l'inverse qu'elle interdisait les Européens d'intervenir dans sa sphère géopolitique d'influence. Le Groenland, c'est aussi logique, bon, pour tout un tas de raisons, hein, déjà des raisons matérielles, avec les terres rares dont recèle le Groenland, et toujours pareil, si les terres rares deviennent plus difficilement accessibles sur le continent eurasiatique, en Ukraine par exemple, mais aussi en Chine et ailleurs, en Afrique dans les territoires disputés, etc., eh bien, logiquement, l'Amérique a intérêt à se repolariser et on va dire à revenir à une forme d'impérialisme plus localisé. Et on va donc finalement vers je pense, une forme de réorganisation, si ce n'est de fracturation, de cet ordre dont les globalistes tendaient à le faire unipolaire et qui maintenant va devenir, si ce n'est multipolaire, en tout cas polypolaire, avec différents centres de puissance. Avant de passer à la dernière partie de l'exposé sur l'analyse métapolitique, peut-être on peut passer les 3 cartes en rapport avec ça, qui illustrent bien la chose. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à un siècle de distance, on en revient un peu aux mêmes thématiques, actualisées selon les modalités de notre époque. Alors ça, c'était... voilà. Alors ça, c'est intéressant. On peut avancer peut-être on va rester sur... Voilà, celle-ci est bien pour commencer. Donc là, vous avez une carte justement de réorganisation du monde proposée à l'époque par le géopoliticien Karl Haushofer. Alors Karl Haushofer, évidemment, a beaucoup été décrié, puisque ces visions géopolitiques, à un moment donné, ont été reprises par les nationaux-socialistes, mais effectivement ensuite détournées, puisque lui, il était pour une coopération entre l'Europe et la Russie, ce qui n'était pas du tout les plans des nazis, puisque Hitler, dès le départ, pensait étendre la sphère d'influence allemande vers la Russie, avec l'appui de l'Occident. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il disait maintenant, en fait, c'est la même crise qu'à notre époque, c'est-à-dire ces gens disaient... donc lui, il s'inspirait aussi de Mackinder, anglais, aussi géopolitologue, qui lui était dans le camp adverse, on dirait, c'est-à-dire dans le camp de la thalassocratie mondialiste. Et lui avait repris les travaux de Mackinder, il disait, bon, en gros, les globalistes, les cosmopolites, eux, nous proposent à la crise de l'État-nation, ils proposent un système mondialisé. Il y a peut-être une troisième voie entre les deux, c'est l'organisation du monde en régions, continents, en fait. Donc il appelait ça des pan-régions, et on voit finalement, c'est quasiment ce que propose l'administration Trump maintenant, c'est-à-dire voilà, la Panamérique, avec donc cette sphère d'influence qui inclut le Groenland, l'Eurafrique, donc avec justement la sphère d'extension coloniale européenne sur l'Afrique. Donc la pan-Russie, alors il avait inclus le fait qu'effectivement la Russie a toujours cherché à avoir un débouché vers les mers chaudes. Et puis à l'époque, voilà, l'ère de coprospérité asiatique qui aurait été pilotée par le Japon à l'époque, puisque c'était la grande puissance émergente de l'époque et non la Chine. Maintenant, ce serait plutôt la Chine. Le Japon étant devenu entre-temps, après sa défaite et après avoir subi deux attaques nucléaires sur son sol, un des cordons
de défense, enfin de tentative de pénétration sur le continent eurasiatique de la puissance thalassocratique. Et donc là, on peut passer à une autre carte. Donc ça, c'est à peu près dans les années 20 que ça a été produit, ce genre de théorie. Dans les années suivantes, on voit ici une carte inspirée des travaux de Mackinder, qui a été publiée. Donc Mackinder, lui, a commencé ses travaux au début du XXe siècle. Cette carte a été publiée dans les années, début des années 40, dans les années pendant la guerre, dans le magazine Fortune aux États-Unis, pour expliquer aux Américains ce qui était en train de se passer. Et on voit que c'était tout de même très bien fait. Et donc ils expliquaient, voilà, la théorie de Mackinder, elle est simple, c'est que le cœur du monde, ça a été repris par Brzezinski, hein, par tous les géopolitologues, et c'est ce qui inspire la géopolitique des Soros et des gens comme ça, c'est qu'en gros, si le monde est un système, la masse terrestre principale, c'est la masse eurasiatique et avec l'Afrique. Donc Eurasie plus Afrique. C'est ce que Mackinder appelait donc l'île mondiale, World Island. Et donc, si on regarde bien, donc là c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, les confrontations, l'axe est ici, et donc ici, donc les zones tenues par l'axe sont celles qui étaient en noir à l'époque, et en fait comment dire, si on va ensuite si vous pouvez dézoomer, oui. Donc comme je vous disais, bon, à l'époque c'était le Japon, ensuite le Japon ayant été vaincu, et bien le Japon devient une île, une base américaine en fait, comme Taïwan face à la Chine, comme les Philippines. Donc on a tout un contour comme ça qui enserre. Toute cette zone-là était appelée par Mackinder, il appelait ça le Rimland. Le Heartland, c'était constitué de la masse centrale de cette île mondiale. Et finalement, toute la théorie de Mackinder, c'est-à-dire que les Anglais et les Américains, face à cette masse terrestre, étaient en quelque sorte périphériques. Et si jamais les puissances terrestres principales de cette masse arrivaient à se coaliser entre elles, ça créerait une sorte d'unité géoéconomique qui renverrait à la périphérie les anglo-britanniques. Donc tout le jeu finalement des anglo-américains, c'est toujours de semer la division entre les grandes puissances de ce continuum, et donc entre principalement France, Allemagne, Russie, et avec l'importance du corridor d'Europe orientale, puisque comme disait Mackinder, celui qui contrôle l'Europe orientale contrôle le Heartland, et celui qui contrôle le Heartland contrôle l'île mondiale, et donc contrôle en quelque sorte le monde. Et donc maintenant, on peut passer à une autre carte. Alors là, donc ça c'est pareil, là, là c'est un autre géopolitologue qui s'appelait Spikeman, héritier de Mackinder aussi, qui théorise donc ce Rimland, qui montre là la zone de pression en quelque sorte entre cette île mondiale et la puissance maritime américaine. Une autre carte. Voilà, et ça c'est une carte de l'époque, elle vient du livre The Geography of Peace de Spikeman, donc il est un peu mal numérisé, mais en gros c'est intéressant toujours très simplement de se rappeler comment chaque finalement zone est perçue par l'autre, parce que finalement effectivement l'Amérique se confrontant à cette île mondiale, eh bien logiquement si elle est empêchée d'intervenir sur l'île mondiale, elle va se replier sur sa sphère d'influence, et ça a toujours été le débat interne même aux États-Unis entre isolationnistes et interventionnistes, et bon, ce débat ne peut jamais être tranché, et les États-Unis ne peuvent jamais être complètement isolationnistes, et à chaque fois qu'ils essayent de devenir trop interventionnistes, ils se créent une forme de surextension impériale qui les oblige à revenir à une forme de réalisme sous la pression du réel, justement. Donc on est dans cette phase-là encore. Donc ça c'est pour l'aspect, je dirais, géopolitique et les redondances par rapport à notre époque. Et donc pour terminer, donc l'aspect métapolitique, donc là c'est au niveau, je dirais, plutôt des idéologies, des représentations, de ce qui guide l'action, parce que finalement il y a presque je pourrais dire,
il y a une forme de similarité. Alors c'est ce que disaient les platoniciens, mais ensuite après même les pères de l'Église, et puis l'ordre médiéval chrétien a repris ça. Il y a cette idée une tripartition de l'être, hein, esprit, âme, corps, et qui se reflétait dans l'organisation sociale, les prêtres, les guerriers et les paysans. Bon, il y a un peu cette idée-là entre métapolitique, géopolitique et politique. C'est un peu toutes les sphères presque de l'organisation de la société humaine, et il y a presque on s'en rend pas forcément compte, mais il y a presque un lieu secret où émergent les idées politiques. Eh bien, c'est toujours dans l'esprit humain, et il y a toujours les humains sont toujours conduits par des mobiles spirituels, même dévoyés, même sécularisés. Et donc je pense qu'à notre époque, on est donc on l'a vu, pardon, entre l'affrontement interne entre deux modèles, on pourrait dire le modèle qu'on a vu récemment se réunir, la davocratie, qui est en crise profonde, et puis d'autres, si ce n'est alternatives, mais d'autres concurrents en tout cas. Le modèle davocratique était vraiment unipolaire et exclusif à visage inclusif. Maintenant, le visage inclusif, même si le mot est employé à toutes les sauces, pour ceux qui le voient, se défait, et on voit de plus en plus le visage exclusif. Et puis il y a les concurrents de la davocratie. Donc il y a par exemple les Chinois qui proposent un modèle qui est une forme on pourrait presque dire au départ, qui se voulait presque un mondialisme chinois, qui était le Tianxia, qui est l'idée d'organiser le monde justement par sphère culturello-politique différenciée, mais convergente. Il y a l'idée sur lesquelles insistent les politologues russes de multipolarité, qui là aussi vise à faire converger ces théories des grands espaces avec le respect des différences culturelles. Donc il y a toutes ces idées-là qui sont en train de se confronter en quelque sorte sur les plans géopolitiques, mais derrière il y a une confrontation qui est à un niveau plus élevé, effectivement, qui est un niveau spirituel. Et puis il y a enfin la question là, dont j'ai traité avec Youssef Indy dans le dernier livre, sur la place d'Israël dans ce système, à la fois au niveau géopolitique, où Israël devient toujours plus important et tend à accroître son territoire, avec des visées qui sont celui de réaliser un grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Bon, il y a des questions pratiques à cela, hein. C'est qu'une fois s'ils réalisaient ce projet, eh bien, ils auraient atteint une masse critique nécessaire pour être réellement un État plus stable. Et puis il y a l'idée justement théologico-politique qui est derrière, qui est que pour les sionistes actuels, le sionisme sécularisé n'était qu'une étape, et maintenant il faut arriver à l'idée d'un Israël qui serait une forme de monarchie, de théocratie, même raciale, qui en fait régnerait sur un pays qui aurait ensuite reconstruit le temple de Jérusalem et qui redeviendrait une forme de centre, presque de nouveau Vatican pour une nouvelle ère de l'humanité. Ce sont des choses qui là aussi paraissent assez spectaculaires comme ça quand on les envisage, mais il suffit de se pencher sur les écrits notamment du rabbin Kook et d'autres personnalités qui inspirent les hommes politiques actuellement en Israël, ou des gens comme Netanyahou, hein, donc, qui est dans l'affiliation de Jabotinsky et de ces gens-là, qui étaient... Eh bien, il y a cette idée pour eux que Israël ne peut pas être juste un État-nation classique entre les États, mais bien une forme de théocratie, et avec un rôle qui est que pour eux, il y avait la première étape, c'était faire revenir les Juifs sur la Terre Sainte,
Et puis maintenant, il y a une autre étape qui est tout aussi importante, mais dont on parle peu, qui est donc finalement de refaire de Jérusalem la capitale de cette monarchie. Là c'est en cours grâce au soutien américain, contre l'avis de la majorité mondiale, hein, puisque je rappelle qu'il y a, je crois, 150 États qui reconnaissent l'État de Palestine. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à manœuvrer cela. Et puis, il y a donc cette idée de reconstruction du temple de Jérusalem qui est un objectif stratégique pour ces gens-là, mais aussi donc un objectif théopolitique, puisque dans la lecture, là, je dirais vraiment religieuse et théologico-politique, la reconstruction du temple sera un bien pour les Juifs, mais pour l'ensemble de l'humanité, puisque pour eux, du moment que le temple a été détruit par les Romains, et bien depuis cette époque, en quelque sorte, l'influence divine, la Shekinah, s'est en allée de l'humanité, et quand le temple sera reconstruit, que les sacrifices y seront reconduits, sacrifices qui seront dont des instituts comme l'Institut du Temple travaillent à reconstituer dans les moindres détails, quand ces sacrifices reprendront, eh bien l'esprit de Dieu, tout simplement, redescendra sur terre et depuis Israël, qui aura enfin retrouvé son rôle messianique mondial qui lui est échu, eh bien, deviendra le centre d'un nouvel, là on pourrait dire d'un nouvel ordre mondial, de nouvel âge d'or, comme nous a promis Trump. Trump a beaucoup parlé de cela, hein, un nouvel âge d'or qui va bientôt s'ouvrir, alors qu'il entendait cela. Je crois que, enfin, j'avais lu qu'une réplique de l'Arche d'Alliance avait été exposée toute cette année à Mar-a-Lago chez Trump. Donc il y a vraiment il y a Milley, donc, qui a été porté par les Américains, qui est représentant officiel du courant messianique des Lubavitch. Donc il y a tous ces gens qui ont une vision en fait millénariste du politique. Et en fait, c'est un peu là pour moi que touche l'analyse métapolitique, puisque finalement dans chacun des livres, j'arrive à cette veine-là, au départ un peu par hasard, presque dans les recherches, c'est cette idée de millénarisme, de messianisme, puisque Soros lui-même se définissait, alors que lui-même se dit athée, sécularisé, se disait que depuis son enfance, il avait des fantasmes messianiques. Donc, et que s'il n'avait pas fait l'activité qu'il a menée, et ça l'aurait conduit à l'asile psychiatrique. Donc qu'il fallait qu'il fasse sortir ces fantasmes messianiques. Et que finalement, son action financière, au départ, n'a été que le véhicule pour réaliser cela. Donc là, ça dénote un ethos ou quelque chose, en tout cas des constructions même, comment dire, presque transgénérationnelles, particulières. Parce que dès l'enfance, avoir des fantasmes messianiques, je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais après... et donc ça, c'est le courant, je dirais, sécularisé du millénarisme. Et donc là, maintenant, on arrive en Israël, en tout cas, à ce millénarisme directement religieux, qui a été... Alors c'est intéressant, le rabbin Kook, premier rabbin à l'époque de la Palestine encore sous mandat britannique, mais déjà dès son époque, alors qu'il cherchait à favoriser l'arrivée de colons en Israël, les juifs qui étaient contre le sionisme lui disaient mais le sionisme est un courant athée, sécularisé, marqué par les idées contemporaines qui sont anti-religieuses. Comment vous pouvez soutenir ça, vous qui êtes rabbin? Et lui disait non, attendez, vous comprenez pas, ce n'est qu'une phase. C'est logique que les sionistes, dans la phase actuelle, soient dans une idéologie politique moderne, mais il viendra un temps où ils reviendront aux religieux. Il disait ça dans les années 20. Alors, on est maintenant un siècle plus tard, on voit qu'il avait raison, et maintenant c'est le sionisme religieux, de l'aveu même d'Israéliens eux-mêmes, qui explique que c'est le sionisme religieux qui a pris le pas sur le sionisme laïque, sécularisé. Et donc maintenant, donc là encore, redondance avec un siècle plus tard, puisque à l'époque c'était Jabotinsky et tout le courant aussi du sionisme révisionniste qu'on a appelé, qui préconisait voilà, la fusion du nationalisme, de la religion,
pour faire un Israël qui ne serait pas, qui serait à la fois une nation de prêtres, mais aussi une nation de guerriers. Et donc, pour conclure, cette question, pour nous qui sommes, que nous soyons, chrétiens de foi ou chrétiens culturels, comme on dit, eh bien, on ne peut pas ne pas se poser la question de comment se positionner face à tout cela. Bon, on se positionne déjà face à la démocratie ou à la technocratie, à ces différentes variantes. On a bien compris que l'idée de vouloir réaliser un paradis sur Terre de la main de l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas chrétien. Mais l'idée est maintenant ce qu'attendent, enfin, le retour d'un Messie en Israël, avec l'appui donc le retour du messianisme. Mais le retour du messianisme, ce n'est pas donc que l'idéologie, c'est qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait un messie, un messie réel, c'est-à-dire une personne. En tout cas, c'est comme ça que l'entendent les sionistes millénaristes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils auront un roi. Ce qu'ils ont refusé, comme ils ont refusé le Christ parce qu'ils attendaient un roi terrestre, eh bien là, ils attendent toujours ce roi terrestre. Donc à ce moment-là, comment se positionneront nos autorités à nous, nos autorités religieuses à nous, les différentes églises, les différents courants du christianisme, face à cette possibilité, à cette nature toujours plus changeante d'un Israël qui va devenir... On voit bien que là, on commémorait la libération d'Auschwitz, on voit bien qu'il y a une centralité de la question israélienne dans la question géopolitique, principalement en Occident. Donc on va bien être obligé de se positionner face à cela. Et là, c'est une question que je pose, parce que je n'ai pas la réponse. Je me demande comment se positionneront les autorités religieuses face à cela. Je conclurai là-dessus. Rappelons que pour les pères de l'Église, comme saint Irénée, qui expliquait qu'un des signes de l'émergence du règne de l'Antéchrist, ce sera par exemple la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc là, je pense qu'il faut guetter ces choses-là, parce que quand on verra le temple de Jérusalem commencer à être reconstruit, là on pourra se dire qu'il se passe des choses qui dépassent la simple nature politique. Merci à vous, et j'attends les questions. Pardon, ça c'est pour la... C'est un peu ridicule, hein, mais... c'est pour l'enregistrement. Oui, bonjour. Alors, ma question, alors, évidemment, elle aurait été plus facile à poser à Youssef Indy, mais par rapport à ce problème, enfin, à cette eschatologie, comment se positionnent finalement les autorités musulmanes aussi, puisqu'on a parlé, surtout des chrétiens, des protestants, protestants sionistes. Oui. Ah oui, justement, c'est pour ça qu'on a écrit le livre à deux, parce qu'il aurait pu vous en parler mieux que moi. Mais je pense que c'est un peu quelque chose qui est commun à toutes les formes organisées, toutes les représentations des religions, organisées, c'est que c'est traversé de courants contradictoires. Si on regarde le monde musulman, on a l'impression que déjà les États musulmans suivent plus ou moins la politique. Et par contre, la rue et la population est contre ce qui se passe, mais les États semblent bien soumis. Avec ce qui s'est passé en plus maintenant en Syrie, progressivement, on voit que c'est tout un cycle de recomposition parce que là aussi c'est pareil, ils reviennent tous les 5 ans, ils viennent nous parler du nouveau Moyen-Orient, mais ça dure sans arrêt. C'est sans arrêt la guerre depuis un siècle pour recomposer le Moyen-Orient selon les intérêts au départ qu'on aurait pu croire juste impérialiste anglo-américain, mais maintenant on voit de plus en plus que c'est dans l'intérêt d'Israël même, et de cette espèce de fusion d'empire mondial, parce que
c'est toujours la question de savoir si, est-ce que, là on voit par exemple que Trump force Israël à faire un cessez-le-feu. En fait, c'est comment dire, une trêve, puisque ça va forcément reprendre sous une forme ou une autre, ou bien ils vont tenter une grande normalisation, mais j'ai du mal à voir comment ils vont arriver à le faire, même si c'est possible avec l'appui de... Si toutes les autorités sont complices là-dedans, mais il y a quand même trop de facteurs, je dirais, d'hétérogénéité politique pour permettre cette justement grande normalisation qu'ils aimeraient arriver à faire. Mais... donc c'est toujours de la question de savoir qui commande qui. Est-ce que c'est voilà, les Américains qui commandent leurs proxys israéliens dans la région comme ils sont... Et en fait c'est les deux, c'est-à-dire que ils utilisent Israël comme ils utilisent l'Ukraine au niveau géopolitique, justement sur faire une barrière entre le Rimland, donc la partie l'Europe et le Moyen-Orient avec le Heartland, les puissances qui tiennent le cœur de l'île mondiale eurasiatique. Mais en même temps, Israël n'aurait pas cette puissance-là si elle n'avait pas son réseau, ce que des gens comme Mersheimer ont bien montré aux États-Unis, tout le lobby sioniste sur la politique américaine et qui transcende la gauche et la droite, qui prend des formes différentes, hein, puisqu'on voit que maintenant, finalement, la gauche sorosienne, en fait, finalement, n'a plus bonne presse maintenant auprès de l'opinion. Donc maintenant, ça va être plutôt la droite sioniste. Voilà. Mais sachant que malgré tout, les Israéliens ont cette capacité, de par leur appétit et leur empressement à agacer même leurs alliés. Donc on peut penser qu'au bout d'un moment, même les Américains vont peut-être mettre un frein à ça ou pas. Voilà, là, c'est ce que l'avenir nous dira. Mais effectivement, donc on voit, enfin, par rapport aux musulmans, c'est la guerre permanente pour recomposer les équilibres. Et au niveau vraiment des autorités religieuses, peut-être qu'effectivement Youssef pourrait mieux vous répondre que moi là-dessus. Oui. Ce mouvement messianique, il est propre à Israël, seulement il touche tout le monde juif. Vous pouvez reposer la question. Ce mouvement messianique, est-ce qu'il se limite à Israël, cette attente du Messie, ou parce qu'ils ont l'air plus religieux, plus authentiquement religieux, ou ils couvrent tout le monde juif? Il y a plusieurs courants, parce que l'attente du Messie pourrait être séparée. Enfin, les Juifs attendent le Messie. Tout Juif attend toujours le Messie, en fait. Enfin, si c'est un Juif religieux. Mais le sionisme messianique, c'est la volonté de forcer la main à Dieu et de dire, de la même manière que même au départ, le sionisme était condamné par un certain nombre d'autorités juives en disant ça n'est pas religieux parce que pour nous, c'est Dieu qui doit à un moment donné décider quand est-ce que le retour en Terre Sainte se fera. C'est pas l'homme par des idéologies politiques qui peut le décider. Donc déjà, cette barrière a été... Même chose pour le Messie. À un moment donné, les messianistes, eux, veulent hâter la venue du Messie par leurs actions. On retrouve la même tendance chez certains protestants évangéliques américains qui sont très influents et qui sont un des courants justement que ce césarisme trumpien essaye d'utiliser et qui sont, eux ont la vision, une vision là encore, accélérationniste ou de l'eschatologie. Ils disent non, le Messie qu'attendent les Juifs sera bien l'Antéchrist, mais on doit se dépêcher de le faire arriver, comme ça, on passera à la parousie ensuite. Voilà. Donc là encore, c'est une forme d'hérésie, puisqu'on peut pas, l'homme ne peut pas décréter par lui-même que ses actions vont amener des répercussions de type spirituel. Donc après, donc dans le monde juif, comme je vous dis, c'est l'attente du Messie, c'est une chose. L'attente du Messie, l'action pour faire que Israël devienne maintenant le royaume du Messie, d'un Messie roi. Et à la fin, on peut se demander, ça c'est ce que Youssef Indy disait récemment, c'est que peut-être qu'à la fin, ils prendront vraiment un Messie presque de fait, quoi. Ils prendront quelqu'un qui n'aura peut-être même pas forcément... Parce que, le Messie, on est censé le reconnaître à certains traits, à certaines choses. Enfin, il se manifeste de lui-même quand Dieu le veut. Bon, nous, chrétiens, pour nous, on sait qu'il est déjà venu, qu'il n'a pas été reconnu. Mais même pour eux, s'ils sont encore dans l'attente, on dirait... vétérotestamentaire, c'est pas l'homme qui peut décréter maintenant il y a le Messie. Mais vous pensez qu'ils ont vraiment la foi? C'est une foi. Alors c'est tout le mystère. Ah si, certains sont pratiquants. Hein, si vous regardez les. Pas beaucoup.
la bar mitzvah et puis c'est tout. Hein. Non, certains enfin, moi je ne dirais pas ça. Hein. Déjà, il y a toutes sortes de courants. C'est un monde quand même, c'est beaucoup plus hétérogène que ce qu'on nous présente ou ce qu'on en sait, parce qu'on en sait peu finalement. Donc on ne se penche pas dessus. Mais comment dire, il y a tout un tas de courants. Il y a des gens, comme je vous disais, oui, des Soros, des gens comme ça sont même dans le rejet d'une partie de leur judaïsme. Après, il y a des, comment dire, les gens, je sais pas, qui a quitté le gouvernement récemment, là, Itamar Ben-Gvir, des gens comme ça, enfin, sont des gens, comment dire, c'est pas parce qu'ils ont une pratique dévoyée qu'ils n'ont pas de pratique, ou c'est pas parce que même ils ont des comportements ou des mœurs mauvaises qu'ils n'ont pas, ils suivent aussi des, pour eux, ça, et ensuite, autre chose, c'est que ça participe de leur vision de la religion. Genre séparer le pur de l'impur, y compris entre les races, enfin ça participe pour ces courants-là de leur religiosité. Donc c'est, mais comme je vous dis, il y a différentes, et il y a cette tendance aussi effectivement du millénarisme religieux qui est en fait, c'est aussi une hérésie dans ce sens que il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être que ce sont des gens qui n'ont plus l'intelligence de la foi, alors qu'en quelque sorte leur foi, leur zèle se transforme dans une espèce de fanatisme politique, où il faut transformer la réalité pour arriver à des fins... Et on voit la même chose chez les islamistes, on voit la même chose... Voilà. Oui, je voulais savoir comment le président Poutine compose-t-il avec les élites juives qui sont en Russie et vis-à-vis de ces divergences, donc de l'évolution qu'il a eue avec ses relations avec Israël et les différents gouvernements. Lorsque, dans un de ses discours, le président Poutine a déclaré que la fin du bal des vampires était terminée, je pense qu'il faisait référence aux Khazars et leurs descendants, à savoir que les Khazars étaient connus pour avoir des boucliers trempés dans le sang de leurs adversaires, de leurs ennemis, et ces boucliers s'appelaient les Rote Shield. Alors, est-ce que le président Poutine faisait spécifiquement référence à ça? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je vois, c'est la position russe, elle est marquée par le réalisme politique, là encore. Et donc la position russe au niveau géopolitique, ça a toujours été d'assurer à la fois les impératifs, je dirais, sécuritaires d'Israël, en tant qu'État, et tout en assurant la sécurité de ses partenaires géopolitiques locaux, Iran et Syrie, etc. On a vu que la Syrie, ça n'a pas pu le tenir. Et pour ce qui concerne vraiment de la question par rapport aux Juifs en Russie, là aussi, on se rappelle... déjà, il faut toujours avoir en tête que... là, justement, on célèbre la libération d'Auschwitz, ce sont les troupes russes qui sont rentrées dans les camps de concentration. Donc dans la mémoire, ce sont les Russes qui ont payé le plus de prix en morts face à l'Allemagne nazie. Donc il y a toujours cette mémoire-là. Et donc ça fait partie vraiment, c'est la grande guerre. D'ailleurs, il l'appelle grande guerre patriotique. Donc mais donc ça leur confère aussi quelque chose que nous n'avons pas, c'est qu'ils sont en dehors de la sphère de culpabilisation. C'est-à-dire que nous tous, en Europe, pour qu'il y ait un peuple élu, il faut qu'il y ait un peuple déchu. Donc, voilà, donc le peuple déchu, c'était les Allemands, et puis après, par voie de conséquence, ceux qui ont collaboré avec les Allemands, voilà, après, etc. Donc voilà, les Russes sont en dehors de cette sphère-là, puisqu'ils ont libéré, dans leur esprit, libéré l'Europe du nazisme. Et eux ont résisté, et ont vécu en plus ce que nous, on n'a pas vécu. C'est-à-dire, eux, c'était pas une occupation, c'était une invasion avec un projet d'esclavage des Slaves au nom d'une idéologie qui plaçait les Germains au-dessus. Donc ils ont vécu la chose différemment de nous. Donc ils se sentent déjà plus logiquement, je dirais, solidaires même. Après, pour ce qui est des élites juives elles-mêmes, je me souviens du discours qu'avait tenu Poutine
je ne sais plus si c'était maintenant à la bibliothèque justement Schneerson de Lubavitch ou à l'ouverture ou au centre, un centre de tolérance juive, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou c'est peut-être le même édifice qui est à la fois bibliothèque Schneerson, celui-là je ne sais plus maintenant, mais c'est l'ouverture d'un centre mémoriel juif. Et il a rappelé pendant le discours, on se souvient que parmi les premiers bolcheviks, il y avait des juifs, en gros, il n'a pas dit comme ça, mais hétérodoxes, enfin des juifs qui avaient trahi le judaïsme. Donc il a quand même rappelé ça. Il leur rappelle ça, il leur dit c'est très bien. Donc tout le monde a sa place dans l'État russe, mais on se souvient de ça. Récemment, dans les séances de questions au président qu'il y a tous les ans, on lui a posé la question sur les persécutions à l'encontre de l'Église orthodoxe en Ukraine. Et là, il a, parmi les choses qu'il a dit beaucoup des gens qui persécutent l'Église orthodoxe, qui sont à l'origine de ces choses-là. Il y a aussi des gens qui sont juifs, mais qui ne sont pas des juifs qu'on voit à la synagogue. Donc là encore, il a voulu montrer un avertissement. Il sait très bien le lignage qu'il y a, la filiation qu'il y a entre ceux des juifs qui étaient bolcheviques et qui étaient anti-chrétiens. Et il tient toujours à poser la distinction entre le juif russe qui pose pas de problème et on va dire ces élites-là, ou ces groupes-là qui seraient tentés de revenir à ces idéologies néfastes. Voilà. Donc je pense qu'il y a toujours... Et c'est une politique d'équilibre, de réalisme, et de réalisme, je dirais, politique, et même ethnique, même culturel, et même spirituel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi j'en ai une. On a vu l'Europe en noir en 1941, je crois que c'était ça le plan. La map monde, à un moment donné, on voyait l'Europe en noir et le Japon en noir. Oui, évidemment, voilà. Parce qu'à l'époque, c'était donc ils montraient, c'était les territoires que c'était pendant la guerre, donc c'était les territoires tenus par l'Axe. Ouais. Et si on fait le parallèle à aujourd'hui, quel serait l'avenir de l'Europe Ce qui est étonnant, on peut se demander si la forteresse Europe, Festung Europa que voulait réaliser Hitler, c'est le wokisme qui va le faire, finalement, parce que si le wokisme ne prend pas à l'extérieur de l'Occident, si maintenant, même aux États-Unis, on revient dessus, le Fort Alamo du wokisme, ça va devenir l'Union européenne. Et en fait, ce qui est à craindre, c'est que... mais ça peut être que passager, parce que la forteresse Europe, c'est fini par s'écrouler. Donc, voilà. Donc mais il y aura peut-être une phase comme ça, effectivement. Si en plus on va vers un monde qui serait organisé en pan-région, les euromondialistes vont pouvoir nous dire non, notre modèle c'est vraiment le bon. Notre modèle à nous, c'est ça. C'est le Green Deal, c'est encore plus de ça. Mais là, on voit même les sorties politiciennes actuellement sur l'immigration et tout. Il y a quand même des variables qui vont être obligées de prendre en compte. Donc, est-ce que le système va se réformer partout un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire en injectant un peu, je dirais, du populisme bien compris. Mais en fait, aux États-Unis, ça a été possible. En Russie, c'est possible. Mais vu l'idéologie réellement des élites européennes, comment est-ce qu'ils vont arriver à articuler un système qui deviendrait hybride, c'est-à-dire en même temps, en fait, ils devraient lâcher leur idéologie, qui est vraiment en Europe le mondialisme pur jus. Ils devraient arriver à les États-Unis peuvent le faire parce qu'ils ont fait une réforme de la démocratie. Maintenant, ils sortent de ça. Voilà. Donc, en tout cas, dans le discours. Mais dans le discours, par quoi on peut, en fait, donc on peut pas passer autrement que par le remplacement des élites européennes. On peut pas avoir un Macron, un von der Leyen, des gens comme ça qui deviennent. Comment est-ce qu'ils vont ils peuvent pas réformer leur système. Ils ont créé un système qui n'est pas réformable. Et maintenant, ils nous vendent, alors que c'est eux qui ont parasité l'Europe. Ils nous vendent maintenant presque, ils ont des sursauts de souverainisme européen. Ils disent, attention, les Américains, on est entouré d'empires hostiles et tout, mais c'est incroyable. Enfin, ils ont tout fait pour... et on peut penser, bon là, qui est même... si j'étais complotiste, je me dirais que les Américains ont vraiment placé les hommes politiques idoines en Europe pour maintenant nous exploser complètement.
Parce que je veux dire, avec tous ces young leaders, tous ces gens qui sont complètement... c'est très facile maintenant d'arriver, Elon Musk, de faire, avec la AfD, je veux dire, ça... Mais on voit qu'en fait la lutte est quand même réelle, puisque ça leur pose un vrai problème. Donc c'est une lutte entre oligarchies. Donc maintenant, c'est Thierry Breton a parlé voilà, du bouclier démocratique européen. Donc voilà, ça rappelle... Donc on va vivre des années de... peut-être des mois ou des années de bouclier démocratique, mais après peut-être qu'on arrivera à sortir de ça, quoi. Alors, on va couper la caméra et les micros, donc s'il y a d'autres questions, si certains se sentent plus à l'aise de poser des questions sans la caméra et les micros, on coupe maintenant. Voilà. C'est pas vrai, écoute. Libérer la parole. On coupe ça aussi pour l'enregistrement.